Hast du die Zeitung noch nicht gelesen? Seite für Seite. Die wollen ihn in Jerusalem vor Gericht stellen. Isn't it incredible that the Hannah Arendt is offering to report for us? She should be begging to write for the New Yorker. Musst du dir das wirklich antun? Ich würde mir das nie verzeihen, wenn ich diese Gelegenheit nicht wahrnehmen würde. To Hannah, in honor of her trip to Jerusalem. Meine Hannah! Dieser Prozess ist sehr wichtig für uns. Hat man Ihnen nachgewiesen, dass die Juden müssen vernichtet werden? Ich habe sie nicht vernichtet. Eichmann kein Antisemit? Was ist denn das für ein Humbug? Du hast ihn doch selber gehört, er hat nur dem Gesetz gehorcht. Hannah, bitte, du kannst das so nicht schreiben, nicht für den New Yorker. They were recognized Jewish leaders, and this leadership cooperated with the Nazis. They'll have our heads for this. In den Daily News gab es folgende Schlagzeile. Hannah Arendt's bizarre defense of Eichmann. Sie denken, deine Artikel sind großartig. Und die wünschen dir den Tod. Manche sogar auf sehr fantasievolle Weise. The greatest evil in the world is the evil committed by nobodies. Did you really have no idea there would be such a furious reaction? Trying to understand is not the same as forgiveness. Diesmal bist du zu weit gegangen. It is this phenomenon that I have called the banality of evil. Margareta von Trotta, elle, évidemment, elle aime Hannah Arendt. Elle s'en est beaucoup occupée déjà lors d'un de ses films qui s'appelle Rosenstraße et qui est la révolte des femmes allemandes contre les nazis et pour libérer leur mari juif. Et en plus, c'est une révolte qui a abouti. C'est une belle réussite de résistance. Donc ça, c'est Rosenstraße. Et d'ailleurs, Margareta von Trotta, elle est connue en France, tout au moins. Elle a fait de nombreux films, mais les plus connus ici en France sont 3-4 films. Hein. C'est d'une part Rosenstraße, mais plus en avant, en 81, là où elle a eu le Léopard de Venise, c'est pour les années du plomb. Donc c'est une histoire de la RAF. Et 2 sœurs, donc c'est toujours par intermédiaire des portraits de femmes qu'elles rentrent dans l'histoire, la grande histoire. Et l'autre film, c'est le grand portrait de cette figure emblématique de la gauche allemande, Rosa Luxembourg, assassinée par les nazis. Le film s'appelle Rosa Luxembourg, ça c'était en 85. Pourquoi vous vous êtes concentré sur la période de 1960 à 64, c'est-à-dire seulement 4 ans d'une vie? Je me suis posé la question aussi, pourquoi jamais, mais c'est quand même, il y a, depuis sa mort, elle est morte en 75, pourquoi personne n'a jamais fait un film sur elle? C'est quand même un personnage de premier, dimension, pas seulement pour l'Allemagne ou pour la philosophie, mais aussi pour la politique et pour... peut-être il y a plusieurs films documentaires, mais pas un film de fiction. Et moi non plus, j'aurais pas eu l'idée à moi seule de faire un film sur elle parce que j'aurais eu beaucoup plus peur, beaucoup trop peur pour m'attaquer à un personnage si grand et si intelligent et pensant. Alors pour un film maker, pour un metteur en scène qui fait normalement des films des personnages un peu moins brillants, à part Rosa Luxembourg, mais ça c'était au début du siècle, donc on est un peu plus lointain. Mais
il y a un ami qui m'a dit, il faut le faire après Rosenstrasse, maintenant tu as fait cette partie de l'histoire allemande, et maintenant il faut, puisque j'ai quand même un certain âge, tu n'as plus autant de temps de t'occuper d'un thème si important. On ne sait jamais, peut-être on aura l'Alzheimer après 5 ans, et alors là, je n'aurais plus être capable. Alors il m'a poussé, mais j'étais toujours encore un peu peureuse. Et alors j'ai demandé à mon co-autrice de Rosenstrasse, qui est une juive de New York, amie depuis qu'on a fait Rosenstrasse, et je lui ai demandé, est-ce que tu peux imaginer de faire un film Seminar? Elle a tout de suite, elle était tellement enthousiaste que je ne pouvais plus l'arrêter. Alors d'un côté mon ami, de l'autre, j'étais vraiment au milieu et je ne pouvais plus me retirer. Même si c'est bien sûr quelqu'un qui écrit et quelqu'un qui a une idée, fais-le, et l'autre qui écrit, c'est pas la même chose qu'un metteur en scène qui après doit le faire, doit le réaliser, comment on peut mettre ça en image. Et tout de suite j'ai dit à elle, à Pam Katz elle s'appelle, si vous avez vu le film, vous l'avez bien vu sur les titres, j'ai dit mais c'est une femme qui pense, comment on va faire? Et alors on a commencé de penser à faire un biopic normal, de commencer peut-être avec son entrée dans le séminaire de Heidegger à 18 ans, et puis s'arrêter à sa mort en 1975. Et on a même écrit un treatment, et on avait aussi une idée peut-être de prendre seulement le moment où elle est en France, parce qu'en 1933, elle a dû s'enfuir de l'Allemagne, comme beaucoup de Juifs, bien sûr, terriblement, malheureusement, mais elle est venue en France, et en France, on l'a acceptée d'abord comme tous ceux qui étaient des immigrants d'Allemagne, mais aussi d'ailleurs, avec une grande générosité. Et après, quand les Allemands ont envahi la France, tout d'un coup, et j'ai lu encore aujourd'hui, j'ai lu l'histoire de Franz Werfel, qui était un écrivain assez connu à ce moment-là, aussi en France, et là aussi j'ai trouvé d'un moment à l'autre, tous ces gens qui ont trouvé l'asile ici en France ont été mis dans des camps pas de concentration à la Auschwitz, mais des camps d'internement. Et Hannah a été mise à Wurz, près des Pyrénées. Elle a eu la chance de pouvoir fuir et s'en aller au moment propice. C'était seulement un petit moment où elle est partie, et puis elle a retrouvé son mari qu'elle avait connu avant en 1936 à Paris, dans l'appartement de Benjamin, Walter Benjamin. Lui, il venait de Berlin également, mais n'était pas juif, mais un communiste, ex-communiste, donc il a dû s'enfuir à cause des raisons politiques, elle à cause d'être juive. Alors ils se sont trouvés à Paris, se sont commencés à Méun, et puis lui, il a été mis dans un autre camp, elle dans un autre camp, et se sont donné un rendez-vous si jamais on se libère, si jamais on va se trouver à Montauban. À Montauban, c'était dans le temps, il y avait un maire de gauche qui était très, très généreux avec tous ces gens qui étaient persécutés, enfin pas persécutés, oui, persécutés. Alors là, par hasard, ils se sont trouvés tous les deux sur une place de Montauban. Ça, c'était vraiment le destin qui les a remis ensemble. Alors, ils sont allés à Marseille, et de Marseille, ils ont eu des visas pour aller en Amérique. Ils ont traversé, enfin, de Marseille, ils sont allés à Lisbonne, et de Lisbonne, ils ont pris le bateau pour l'Amérique. Enfin, comme beaucoup de ces exilés de ce moment-là. Et en 1941, ils sont arrivés en Amérique.
Et à partir de là, elle est restée à New York et jusqu'à la fin de sa vie. Donc vous voyez, c'est une vie qui a beaucoup de points qu'on aurait pu très bien réaliser en tant que film, mais on aurait fait comme de sauter d'un événement à l'autre, non? Parce qu'il y avait tellement de choses à raconter qu'on n'aurait pas pu se concentrer quand même sur sa qualité majeure de penser. On aurait pu seulement les événements de vie, mais pas... Alors, à ce moment-là, on a dit non, il faut tout jeter, il faut vraiment se concentrer sur une époque. Et alors là, on a choisi l'époque de Eichmann parce que c'était son livre qui a fait le plus de bruit, a fait cette controverse qui a été après l'apparition de ces articles dans le New Yorker. C'était le scandale du siècle pratiquement, enfin le scandale intellectuel. C'était peu de personnes ont été tellement agressées comme c'était pour elle. Et au début, on a même pensé de donner le titre la controverse, controversy. Mais bon, après, on a changé. Mais et pour moi, en tant que réalisatrice, parce que j'ai quand même à faire avec des images, pour moi c'était la solution, la meilleure solution, parce que c'était pas seulement de penser invisiblement, parce qu'un penser normalement, comment on va le mettre en scène, hein, il est invisible. Et alors là, il y avait une personne qu'on pouvait regarder, il y avait un adversaire. Pour moi, c'était comme un duel quand même. Il ne savait pas qu'il est observé tellement d'une personne qui après écrira sur lui et que la banalité du mal sera pour toujours liée à son nom, bien sûr. Il aurait peut-être même été très, très fier, on ne sait pas, cet homme. Mais donc j'avais cet adversaire et qu'on pouvait regarder avec elle et suivre elle avec son regard vers lui et sa pensée, et après de continuer, puisqu'il était là, même s'il était plus absent après, mais il était dans nos têtes qu'on a vu le film, il était encore là. Donc c'est pour ça qu'on a. Et aussi, je dois dire, en tant qu'Allemande, et toujours très, très regardant notre histoire, et dès le début, les années de plomb, c'était ça aussi, ça m'a quand même donné un autre aspect aussi, en plus, sur l'Allemagne. Je m'adresse à Yves Cusset maintenant pour savoir, lui, d'une part, il m'a dit que Hannah Arendt était son premier amour, en tant que dans la philosophie politique. Dans la philosophie politique, il a écrit un livre, Philosophie politique, pendant 30 ans. Et je voudrais savoir quelle est la réception d'un philosophe qui voit ce film sur Hannah Arendt. Moi, je suis immédiatement très curieux, puisque effectivement, filmer un penseur, comme disait son mentor Heidegger, il n'y a rien à dire sur la vie d'un philosophe. Et Heidegger disait, voilà, un philosophe, il est là pour penser, pour écrire, et on s'intéresse à son œuvre. Alors évidemment, c'était la vision radicale de Heidegger, mais c'est amusant que Heidegger, son maître et amant, ait dit cela, alors qu'elle-même insistait sur l'importance concrète de la présence du penseur dans les affaires humaines, sur son engagement, sur la place de cet engagement dans une existence de philosophe. Et donc c'était quand même intéressant de voir comment ça allait fonctionner. Je suis toujours très curieux, c'est rare finalement, hein, c'est rare de voir des philosophes au cinéma, et surtout un film consacré entièrement à un philosophe. Et je suis heureux d'entendre Margareta von Trotta dire qu'elle voulait articuler cela autour, finalement, plutôt que d'essayer de la montrer en train de penser, de la montrer face à l'obsession d'une image. C'est-à-dire de Eichmann dans sa cage de verre. Et ce qui est, dans le film, vous insistez beaucoup là-dessus, c'est-à-dire sur cette dimension qui est irréductible dans toute philosophie, dimension
d'intuition. Et l'intuition, c'est d'abord le rapport à une image. Et au fond, sa thèse, et on le lui a beaucoup reproché, pas forcément à tort, mais sa thèse de la banalité du mal, je ne parle pas d'autres aspects de son analyse, c'est pas la thèse de la banalité du mal qui a suscité le plus de controverses et les plus violentes, hein. Ça a suscité des controverses philosophiques. Mais on va revenir sur l'autre controverse sans doute aussi, mais sa thèse de la banalité du mal est effectivement née d'une intuition, et elle l'assumerait. Et si on lit son rapport sur le procès Eichmann à Jérusalem, malgré le sous-titre trompeur, rapport sur la banalité du mal, il est très peu question de la banalité du mal. Il n'y a sûrement pas de description de ce que c'est que la psychologie, précisément ce que c'est que la psychologie du criminel de masse. Il y a des éléments d'un portrait d'Eichmann, mais relativement vague, et on pourrait plaquer ce portrait sur pas mal d'autres bureaucrates plus ou moins haut placés dans le système nazi. La banalité du mal est vraiment de l'ordre de l'intuition, et c'est ce qu'on voit aussi dans le film, c'est-à-dire qu'on voit qu'elle est occupée par cette intuition et qu'elle dit, elle en parle avec son mari, elle dit il va falloir que j'en fasse quelque chose après, c'est-à-dire que le procès Eichmann, elle s'y est intéressée avec euphorie, comme elle le dit aussi, ça a suscité chez elle de l'euphorie de pouvoir être une philosophe impliquée dans le monde. C'est ça qui l'a intéressé d'abord, d'écrire sur un tel problème, d'écrire sur une telle personnalité, d'écrire sur un cas aussi singulier, voilà, de pouvoir écrire là-dessus. Et sur le procès Eichmann, on ne verra pas beaucoup de philosophes se présenter comme finalement, c'est pas un travail de journaliste, mais c'est un travail qu'on appellerait de relation au sens anglais, de relation, de report, c'est ça. Donc c'est rare qu'un philosophe ait à faire ça, c'est ça qui l'a rendu euphorique aussi. Ce travail-là qui la faisait sortir de son travail de pur philosophe qu'elle a pu avoir dans la condition de l'homme moderne et aussi en partie dans les origines du totalitarisme. C'était une très bonne idée de se concentrer sur cet aspect de la biographie d'Arendt, de se concentrer sur ces 4 années où elle s'est arrêtée sur le procès Eichmann, parce que ça interroge évidemment sur le rôle du philosophe. Penser, c'est pas que, comme dirait Heidegger, se retirer dans sa hutte et essayer d'être disponible pour l'accueil de l'être, d'être totalement ouvert à l'être en tant que tel, et on ne peut le faire que dans une solitude radicale. Penser, ça n'est pas que cela, c'est être attentif pour Arendt à tout ce qui se passe, et à ce qui se passe entre les hommes, pas ce qui se passe simplement dans le monde, mais entre nous, entre les hommes, et qui concerne à la fois chacun d'entre nous séparément, et tout le monde en même temps. Ce qu'on peut appeler les faits d'actualité. Et ce fait politique majeur qui était le procès Eichmann était un fait d'actualité. Et quand elle téléphone au New Yorker, c'est pour dire, mais qu'est-ce que vient nous emmerder cette philosophe alors pour écrire dans le New Yorker. Et quand elle se propose son rapport au New Yorker, c'est ce qu'elle veut dire. Les philosophes ne s'intéressent pas, comme dirait Hegel ou Nietzsche dans notre sens, qu'à l'inactualité, ne sont pas que des inactuels, ils sont enracinés dans l'actualité. Je crois que ce film parle simplement, et c'est en ça qu'il aborde concrètement le mouvement de la pensée, parle du rapport du philosophe à l'actualité la plus brûlante. Et c'est ça qui le rend vivant à travers ces images, et qui fait qu'on passe aussi de l'intimité au domaine public, et qu'on est en permanence en train de suivre les mouvements d'Arendt, confrontés à l'exigence d'analyser l'actualité et d'en tirer des conséquences philosophiques. Oui, peut-être on pourrait ajouter qu'elle était une pure philosophe, autant qu'elle était avec Heidegger d'abord, et après avec Jaspers. Et c'est qu'elle est devenue, ce que vous dites, ouverte vers le monde, c'est avec 1933, avec l'arrivée des nazis, où elle a vu, comme a dit Brigitte, c'est beaucoup de ses collègues philosophes et intellectuels que tout d'un coup ils ont eu des idées pour Hitler. Elle a fait un très
un interview avec Günter Gauss, qui était un très grand intervieweur, et là, elle a dit c'était que les nazis étaient pour les nazis, bien sûr, ça on le savait, on n'avait rien contre, enfin bien sûr on avait contre, mais c'était normal, mais que nos amis intellectuels, tout d'un coup, ont quand même eu des idées pas tellement négatives, non, ils trouvaient, sie haben plötzlich etwas in ihm gefunden, hein? Ils ont trouvé quelque chose, et ça l'a vraiment bloqué, ça, elle a dit, alors là maintenant, avec la philosophie, j'ai fini avec la philosophie, et maintenant, je m'intéresse à la politique, je m'intéresse au monde, on doit s'ouvrir vers le monde alors c'est à ce moment-là qu'elle s'éloigne de Heidegger, qui dit, comme il est dit aussi dans le film, Denken ist ein einsames Geschäft. Penser, ça vous rend hein. Et lui, il a été, jusqu'à la fin de sa vie, il avait la hutte dans le forêt noire, près de Fribourg. Il s'est mis là, il a laissé le pèlerinage des autres sont venus vers lui. Donc il était un petit dieu là qui a reçu les disciples et les autres philosophes aussi de France, etc. Mais elle, à partir de ce moment-là, qu'elle a compris qu'on ne peut pas vivre parce que quand on vit sans regarder le monde, peut-être ça, il y a aussi les catastrophes qui arrivent. Alors il faut être ouvert. Ce qui lui a été reproché surtout dans ce rapport sur la banalité du mal, c'est de n'avoir pas vu en Eichmann un monstre, que tout le monde le voyait comme un monstre, c'est l'expression même du mal. Et elle, finalement, presque il faisait rire. Hein. Donc, est-ce que là aussi... Bon, ça c'est un des points qu'on lui a reproché. Le deuxième, on va le dire peut-être maintenant ou plus tard, c'est qu'elle a également mis dans le coup de sa pensée les conseils juifs en disant s'ils n'avaient pas collaboré avec les nazis, le mal aurait pu être réduit ou tout au moins pas aussi flagrant. Donc, mais en même temps, on peut aussi penser que cette banalité du mal s'étend à tout le monde, donc pas seulement à Eichmann, mais aussi justement aux Juifs, donc c'est partagé. Donc quelle est votre position ou pensée par rapport à ces deux points qu'on lui a reprochés et qui ont fait polémique et qui l'ont fâché avec tout le monde? Vous voulez répondre? Peut-être je peux d'abord encore aussi expliquer pourquoi j'ai introduit le vrai Eichmann dans un film où il y a normalement il y a les acteurs. On m'a souvent demandé pourquoi Eichmann n'est pas un acteur. Et là, ça c'était pour moi, c'était clair dès le début que je dois montrer le vrai Eichmann. J'avais vu un documentaire que vous connaissez peut-être, un documentaire israélien qui a été fait beaucoup plus avant que j'avais même l'idée, où on m'a donné l'idée de faire un film sur un Iron, et il s'appelait le Specialist, le spécialiste. Voilà, et c'était un film très impressionnant. Je l'ai vu à Cologne, je m'en rappelle, j'avais fait un autre film, et là aussi, lui, il s'est dirigé, enfin, dans ce qu'il a choisi comme matériel, il s'est dirigé avec Hannah Arendt, il a dit au début du film. Alors, et là, c'était la première fois que je l'ai vu si longtemps et si de près, parce que même en étant en spectateur au tribunal dans le temps, on l'aurait pas vu si près. Non, on l'aurait vu comme vous le voyez là de derrière. Mais là, avec la télévision américaine qui a à ce moment-là pris tout le procès, alors on pouvait le voir comme ça. Alors tous ces petits... et si j'avais pris un acteur,
les spectateurs auraient dit oh, il est formidable, il est formidable. On aurait vu seulement son brio, sa performance, non, c'est comme il est talentueux, et pas vraiment la médiocrité de l'homme. Et moi, je voulais qu'on voit cette médiocrité et qu'on peut vraiment regarder avec elle et lui suivre dans ce qu'elle voit. Et entrer déjà un peu dans son regard et de sa pensée pour arriver peut-être à la même solution d'elle. Et enfin, sous ce matériel, c'est du Spielberg Foundation et aussi à Yad Vashem, donc ils étaient très, très ouverts et très disponibles de nous donner ce matériel. Non, peut-être, j'ai pas encore... non, il faut dire qu'elle s'est adressée aux New-Yorkais quand elle a lu que Eichmann sera jugé à Jérusalem, et elle a écrit, elle n'a pas pu être au moment du procès de Nuremberg, où elle aurait voulu regarder ces gens dans le visage, dans leurs yeux. Et alors là, c'était pour elle la première occasion de regarder. Et bien sûr, elle est allée avec la même idée qu'elle trouvera un monstre, quelqu'un de vraiment un Satan, de terrible. Et puis elle voit cet homme dans sa cage. Et nous aussi, en spectateurs, quand on le voit, c'est quand même tout à fait autre chose que quelqu'un qui est un Satan. Donc ça a duré aussi de comprendre, non, pour elle, de comprendre et puis de pouvoir le décrire. Hein. Il cite même Kant, n'est-ce pas? Oui, mais ça, c'est vraiment ridicule. Non, mais si vous connaissez ceux d'entre vous qui parlaient allemand, c'est vraiment, quand elle dit il n'a pas su penser, ça se montre aussi dans son langage, parce qu'il n'est pas capable de dire une phrase qui est grammaticalement juste. Il parle seulement en cliché, il parle dans un langage bureaucratique qui est vraiment... On n'a pas l'impression qu'il y a une seule phrase qui vient vraiment de lui, qui vient d'un personnage, d'une personne. Et surtout très difficile à comprendre. Et c'était un problème pour la cour, c'est-à-dire que ce qui a ajouté à cette image de la banalité du mal, c'est cette manière qu'a Eichmann, vous l'avez vu, hein, de répondre à toute question avec la même unité de ton, de répondre sur un mode effectivement administratif, et c'est-à-dire que tout est au même niveau. Donc on lui parle de l'assassinat de millions de juifs ou de ses parents et de sa famille, répondra sur le même ton de la manière dont il traitait les ordres du Führer, et il y a une difficulté à enchaîner les phrases, c'est-à-dire à les déduire les unes des autres. Les phrases sont comme des entités séparées et juxtaposées. Ça, c'est très administratif, c'est vrai, et ce qui fait que des hommes normaux qui pensent à peu près normalement, les juges de la cour, ils disaient, mais comment on fait pour rassembler ces phrases, les coller les unes aux autres, les enchaîner, qu'est-ce que ça veut dire, où nous amène-t-il? Et c'était totalement labyrinthique. Totalement labyrinthique, sa manière de parler était à peu près impossible de s'y retrouver. Et l'intérêt aussi du rapport d'Hannah Arendt, c'est de se plonger à partir de là dans le labyrinthe administratif nazi. C'est-à-dire qu'elle montre aussi, c'est pas un ouvrage, comme je disais, sur la personnalité d'Eichmann, c'est un ouvrage aussi sur la logique de l'administration chargée de la déportation des Juifs et de la solution finale. Hein, et elle essaie de comprendre comment ça marche. Et elle nous montre très bien comment c'est quand même assez éclaté, combien les ordres peuvent être parfois contradictoires, combien la hiérarchie est compliquée à saisir. Et son principal effort intellectuel là-dedans n'est pas pour comprendre l'énormité du crime commis. C'est pas pour comprendre ça, c'est vraiment pour comprendre comment ça fonctionne. Hein, si vous lisez ça dans le détail, c'est laborieux, il n'y a rien de terrible, il y a quelques événements qu'elle évoque qui font froid dans le dos, mais il y en a très peu dans Eichmann à Jérusalem. C'est vraiment une entrée dans l'administration nazie.
Et qui fait quoi? Quelle place occupe quelle personne? Comment ça se passe? Les pays, et ensuite la logique des déportations par pays. Donc c'est un travail d'analyste et d'historienne en même temps qui est extrêmement fastidieux, extrêmement méticuleux et on y apprend énormément de choses d'un point de vue historique. Mais pour la banalité du mal, puisque c'était la question, et c'est quand même un sacré problème. Vous voyez déjà, vous avez dit, et c'est très juste, elle a été frappée par la médiocrité de l'homme. Et on l'est tous. Mais quand je parlais d'une intuition, vous voyez bien qu'il n'y a aucun rapport direct entre la médiocrité d'un homme qui a commis probablement les plus grands crimes qu'on puisse imaginer dans l'histoire, qui a participé aux plus grands crimes qu'on puisse imaginer dans l'histoire, entre la médiocrité d'un tel homme et la thèse générale, philosophique, quasi théologique, de la banalité du mal. D'accord ? Et on fait comme si le rapport était évident, mais non. C'est à partir de l'image d'un homme qu'elle déduit cette idée de, en général, ce qu'elle appelle la banalité du mal, c'est-à-dire qu'elle va, en tant que philosophe, tout d'un coup remettre en cause une certaine vision de ce qu'on peut appeler la diabolicité du mal, hein, et donc de la perversité plutôt que de la monstruosité, parce que je ne sais pas si les gens croyaient beaucoup à cette idée d'une monstruosité d'Eichmann, mais en tout cas essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme dimension de perversité, voire de sadisme, voire évidemment comme dans un personnage comme Julius Streicher, qui était proche de lui, d'y voir au moins un antisémitisme féroce et une volonté explicite de se débarrasser des Juifs. Hein, voilà, au moins qu'on puisse y observer cela. On n'a pas pu y observer ça. On n'a pas pu y observer ça. Et donc, elle se dit, voilà, cet homme est un homme ordinaire, hein, d'autres utiliseront cette expression, et le mal que l'homme peut produire est l'effet d'individus ordinaires qui obéissent à des ordres en bons bureaucrates. Il n'y a pas de profondeur au mal. Et c'est pour ça, il n'y a pas de profondeur, c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire de prendre au premier degré les propos d'Eichmann. Elle dit, voilà, il faut écouter ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut le regarder, oui, regarder ses grimaces, analyser son ton, et puis on peut écouter ce qu'il dit. Mais essayez de se demander, comme certains l'ont fait, est-ce qu'il n'est pas en train de mentir? Est-ce que c'est pas au service de sa défense? Est-ce que derrière ces propos, il n'y a pas une intentionnalité fondamentalement perverse? Tout ceci, Arendt se refuse à rentrer dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter à celui qui a commis de tels actes quelque chose comme une intériorité psychique. En tout cas, on ne peut pas se lancer dans une enquête sur son intériorité psychique, qui ne pourra donner lieu d'ailleurs qu'à des conjectures absolument invérifiables, à peu près invérifiables, à peu près, parce que certains ensuite remettront en cause sa vision de la psychologie d'Eichmann. Mais voilà, elle dit, je vais faire attention à la surface de ses propos. Comment il parle, qu'est-ce qu'il dit, et je vais le prendre au pied de la lettre. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas de profondeur chez cet homme-là. Ergo, il n'y a pas de profondeur dans le mal que l'homme peut faire en tant que criminel. Il ne s'agit pas d'un autre mal, hein, dans le mal que l'homme peut faire, parce que Eichmann est un homme. Et ça laisse pantois. C'est pour ça qu'on est obnubilé par son image, parce qu'on veut tous savoir chacun arrive avec ses attentes de ce que c'est qu'un homme, un être humain, qui partage le même monde que nous, et un être humain qui a fait ça à d'autres hommes. C'est quand même ça l'étonnement philosophique fondamental. Eichmann est un homme. Voilà. De dire ça, et elle le rappelle, et elle le dit à peine. C'est-à-dire, elle dit Eichmann n'est pas un monstre, c'est un type banal, ordinaire, c'est un homme médiocre, mais elle dit aussi, et ça, moi, ça m'a laissé plus pantois, Eichmann est un clown. Un clown, c'est pas n'importe quel type d'homme. Un clown, on va dire, c'est un homme qui n'est pas conscient de ce qu'il dit et fait, alors même que tous ceux qui l'entendent et le voient, eux, s'en rendent compte. C'est ce qu'on voit chez Eichmann. Il dit des choses insensées, mais il ne s'en rend pas compte, il croit que c'est vraiment sérieux. Et tous les autres, pendant ce temps, rient. Voilà. Mais on rit quand Alors, quand le contexte permet de rire, comme dit, heureusement Arendt, elle dit c'est un clown, on rirait si le contexte était différent, évidemment. Ça prêterait presque à rire. Mais effectivement, quand il dit, moi, les pages où elle dit qu'Eichmann est un clown, c'est des pages où Eichmann parle de sa rencontre avec un responsable juif
donc d'un conseil juif qu'il connaissait, avec qui il avait négocié, qui s'appelait Storfer, je crois. Et elle dit, Eichmann dit, j'ai été lui rendre visite à Auschwitz. Donc j'ai été lui rendre visite à Auschwitz, il dit ça comme ça que c'était normal, et preuve de son amitié pour Storfer, il va lui rendre visite à Auschwitz, c'est un long voyage, c'est difficile, et il va jusque là-bas, et il raconte cette histoire, c'est pas au procès, il raconte ça au capitaine Less qui a fait l'interrogatoire, et il lui dit, j'ai eu une conversation, il utilise ces deux adjectifs, humaine et normale, avec Storfer, à Auschwitz, et il a dit à Heuss, vous savez, le commandant du camp d'Auschwitz, il lui dit, est-ce que vous voulez bien faire en sorte que mon ami Storfer n'ait pas trop à travailler? Vous vous rendez compte, c'est juste insensé, enfin, l'énormité de ce que cet homme dit, et eux lui répondent d'ailleurs, non, ici c'est pas possible de ne pas travailler. Alors, il dit, voilà, en gros il dit, prenez soin de lui. Et en allant à Auschwitz, et c'est tout ce qu'il voit que son ami Storfer, qui est voilà, son prétendu ami, hein, et le juif Storfer, c'est-à-dire, comme disait Himmler, chacun a son juif honnête. Eichmann dit, moi j'ai mon juif honnête là que je vais voir à Auschwitz pour prévenir les responsables du camp qu'il faut prendre soin de lui. Évidemment, Storfer est mort quelques jours plus tard après la venue d'Eichmann. Et voilà ce que peut dire Eichmann. Alors là, on s'est dit, oui, d'accord, on comprend mieux que ce soit un clown. Et là, on voit mieux ce qu'est la banalité du mal. Et on voit mieux ce que signifie l'absence de pensée. C'est-à-dire une impossibilité pour l'esprit d'Eichmann à avoir la moindre prise sur le réel. La moindre résidu de prise. Parce que là, en étant à l'intérieur du camp d'Auschwitz et en discutant, en ayant une conversation humaine et normale avec un juif, ça laisse effectivement pantois. Et c'est ça, la banalité du mal. C'est-à-dire un type qui pourra croiser le pire des choses, qui a une capacité d'auto-aveuglement telle qu'il en devient un clown pour ceux qui l'observeraient de l'extérieur. Parce que lui n'est à aucun moment capable de s'observer lui-même de l'extérieur. C'est ça, penser. D'abord, pour Arendt, c'est entrer en dialogue avec soi-même, se parler avec soi-même, c'est-à-dire prendre cette distance minimale qui permet d'être un autre pour soi, et donc qui permet de se regarder éventuellement dans les yeux d'un autre, ce dont on peut penser qu'Eichmann a été toute sa vie incapable. Voilà pour ce que c'est que cette banalité. Mais il est évident qu'elle pose néanmoins énormément de problèmes en dehors de l'observation du type psychique d'Eichmann. Elle pose énormément de problèmes parce que, au fond, et c'est vrai, enfin on le voit dans le film très bien, ça conduit Arendt à être regardé comme du côté de la défense d'Eichmann. Mais c'est vrai, c'est parce que Servatius, l'avocat d'Eichmann, a utilisé presque les mêmes arguments. Cet homme est un homme ordinaire, ce n'est pas un criminel. Il a obéi à des ordres comme beaucoup d'autres. Il n'avait pas le choix. Il a participé à une administration qui faisait partie de l'État. Ses actes sont des actes d'État, ce ne sont pas les actes d'un homme singulier. En tant que tel, il n'est pas grand-chose. C'est un médiocre, voilà. Et du coup, les arguments d'Arendt vont être vus comme ceux de la défense même d'Eichmann. Et elle va être beaucoup attaquée là-dessus. Enfin, non, allez-y, c'est très intéressant. Je l'écoute avec beaucoup de plaisir. Donc, ce que je voulais ajouter à votre beau discours, quand ça se voit pas dans le film tellement, mais si on voit tous les rushs, oui, micro, oui. Vous n'avez pas... Non, je voulais juste ajouter de ce qu'il a dit, que quand il, par exemple, quand il est demandé, ou quand il se lève chaque fois, c'est vraiment, il dit « Jawohl !» Puis là, il répond « Jawohl !» Donc c'est vraiment cette obéissance militaire, c'est juste qu'il ne fait pas ça ou ça, c'est vraiment, c'est inné, enfin ça lui vient naturel. Et quand on voit ça, pour parler du clown, ça c'est déjà aussi un moment où moi je dois rire. Ou quand il dit, quand le juge allemand parle en allemand avec lui, parce que tous les juges étaient des juifs allemands, qui parlaient pendant le procès plutôt en
hébreu ou en américain, enfin surtout en hébreu, mais là il voulait se diriger directement dans sa langue pour être bien compris. Eichmann, et il lui dit s'il y avait plus de courage civique, est-ce que ça aurait changé les choses? Et Eichmann dit ah oui, bien sûr, si le courage civique serait organisé hiérarchiquement, lui aussi il aurait eu. Donc ça, de confondre le courage civique avec une idée hiérarchique, ça pour moi c'est la preuve totale qu'il ne savait pas penser. Parce qu'on on a reproché à Hannah Arendt souvent qu'elle s'est trompée, bien sûr qu'il savait penser, etc. Mais là, c'est vraiment la preuve. Et c'est quand il est un clown, quand il dit « je me sens comme un homesteak qui est grillé ici », des choses comme ça, mais c'est seulement une chose que j'ai choisie. Il y en a un tas de choses comme ça là, dans le procès. Donc, Et donc, la banalité du mal, c'est sûrement pas, il faut évacuer des contresens que Arendt a pris soin d'évacuer, ça n'est pas la relativisation du crime commis. Donc c'est pour ça que ça serait une erreur de le prendre comme une défense, c'est dans l'analyse qu'elle fait du type psychique que ça rejoint la défense, mais le but de la défense c'est de relativiser le crime et de le réduire. Ça n'est pas une relativisation du crime commis, l'hypothèse arendtienne, ça n'est pas le détail de Jean-Marie Le Pen. Voilà, la banalité du mal, on peut sûrement pas l'aligner là-dessus, ça, il faut que ce soit clair, mais elle a eu à l'expliquer. Et ce qu'elle a eu à expliquer qui est moins évident, c'est que, et elle le dit déjà dans Eichmann à Jérusalem, ça j'ai du mal à le comprendre aussi, je dois dire, mais sa thèse n'est pas une thèse psychologique sur l'Eichmann qui est au fond de nous. Elle ne dit pas « nous sommes tous potentiellement des Eichmann ». Alors, je dis que j'ai du mal à le comprendre parce qu'elle insiste sur le caractère ordinaire de cet homme-là. Et je me dis, si le mal est produit par un homme ordinaire, c'est que c'est potentiellement un homme comme vous et moi, et que l'homme est ordinaire, mais les conditions sont exceptionnelles, et que finalement, l'exceptionnalité des conditions peuvent faire que tout homme devienne un Eichmann. Elle l'écarte parce que avant tout parce qu'elle écarte les hypothèses d'ordre psychanalytique. Elle attaque d'ailleurs beaucoup Bettelheim et les généralisations psychanalytiques. Et Bettelheim la défend quand même, après, dans la controverse. Oui. C'est lui qui la défend. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont de son côté à Hannah. Non, Bettelheim était là. C'est vrai, oui. Et mais je voulais juste ajouter, pour la banalité du mal, elle a écrit dans le Origins of Totalitarianism, les origines du totalitarisme. Là, elle décrit le mal radical. Elle parle toujours du mal radical. Et ça, c'est une expression qui vient de Kant, parce qu'elle a quand même étudié beaucoup Kant. Déjà à 14 ans, elle savait lire Kant, etc. Elle était de Königsberg. Elle a été élevée à Königsberg, donc c'était déjà aussi une correspondance entre les deux. Alors Platon, Kant et après Heidegger. Et Kant donc parle du mal radical. Et elle aussi. Et encore avant de voir, elle écrit une lettre à Jaspers où elle parle aussi du mal radical. Et là, en voyant Eichmann, elle ne peut plus rester avec cette expression. Le mal radical, ça ne s'adapte pas à lui. Alors elle doit trouver une autre formule. Mais c'est toujours dans la philosophie, c'est toujours philosophique. Il ne faut pas mélanger ça avec la banalité du mal, on peut s'appliquer maintenant à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est Jaspers qui a utilisé au début, en tant que le premier, le mal banal. Et c'est elle qui l'a repris. C'est donc vraiment un discours philosophique. Oui, c'est un discours philosophique, oui. Et puis surtout, elle dit que ça serait trop simple si on est tous des Eichmann en puissance, ça va renforcer cette culpabilité fallacieuse
de ceux qui ont participé sans participer, qui ont laissé faire et qui ne seront jamais accusés par le moindre tribunal. Mais elle dit, voilà, elle ne supporte pas aussi cette culpabilité allemande collective, qu'elle raille, hein, vraiment. Elle dit, mais quoi, ce pathos des gens qui disent, oh là là, c'est terrible ce qu'on a fait, alors que c'est pas directement eux qui sont concernés, et cette espèce de pathos entretenu finalement pour se rassurer, plutôt que d'analyser concrètement ce qui s'est passé, qui a fait quoi, d'entretenir une espèce de culpabilité collective. C'est pour ça qu'elle veut pas aussi cette généralisation de la figure d'Eichmann. Voilà, elle dit, si tout le monde est coupable, personne n'est coupable. Hein, en même temps, c'est une excuse. Hein, on ne pouvait rien faire, tout le monde a fait la même chose. Donc, personne. Et ça, elle aussi, elle est totalement contre. Et les adjectifs qu'elle utilise pour désigner la banalité du mal, on les rappelle presque jamais, mais ils en rappellent la radicalité. Elle dit la terrible, l'impensable, l'indicible banalité du mal. Alors c'est presque une forme d'oxymore, vous voyez. Ce qui est banal est aussi terrible, impensable et indicible. Là, il suffit de lire ces adjectifs pour comprendre qu'il n'y a aucune relativisation du crime commis. C'est-à-dire ce qui est indicible et impensable, c'est cette banalité. D'où la figure du clown. Moi qui pratique le clown, je sais que le clown, c'est une plongée. C'est une plongée dans l'inconscient, c'est une plongée dans ce que nous ne voyons pas, dans ce qui nous échappe et souvent nous déborde, ne peut pas se dire en nous et est parfois terrible. Hein, et parfois terrible. Donc je comprends bien ce rapport entre terrible, indicible, impensable banalité du mal et caractère clownesque du personnage. On ne peut pas oublier ces adjectifs. Donc elle laisse tomber l'idée de mal radical qui vient des origines du totalitarisme et qui est effectivement un emprunt à la religion dans les limites de la simple raison de Kant, parce qu'elle laisse tomber l'idée qu'il y a une racine au mal, quelque chose qui est enraciné soit dans la volonté humaine, soit dans la nature, soit dans une dimension théologique qui serait l'existence d'un démon ou que sais-je. Elle laisse tomber cette idée d'une racine du mal en voyant la figure d'Eichmann. Mais elle garde le caractère extrême, et elle le dit dans le film, c'est une phrase qu'elle dit à Gershom Scholem, je crois, elle dit je ne veux plus parler de mal radical, mais jamais je laisserai tomber l'idée que le mal commis par Eichmann est extrême. Donc elle préfère parler de mal extrême et garder le radical pour le bien. Elle dit, il y a cette étrange asymétrie. Il existe un bien radical, mais il n'y a pas de mal radical. Ça, c'est vraiment aussi une thèse théologique, là, même plus philosophique, c'était morale et théologique. Mais elle a fait son doctorat en théologie et pas en philosophie. Sur Augustin, sur le concept d'amour. Ouais. Et donc voilà, il y a une radicalité du bien parce qu'il faut, et là elle reste kantienne aussi au fond, il faut qu'il y ait dans l'homme, pour que les relations morales soient simplement envisageables et possibles, l'idée que la volonté peut être, on ne pourra jamais le vérifier non plus, c'est un idéal, c'est une idée, l'idée que la volonté peut être désintéressée, hein, et donc inconditionnellement bonne. Bizarrement, vous savez, les justes qui ont aidé des juifs, on pourrait dire, voilà, c'est un modèle du bien radical. Est-ce que, et on pourrait aussi poser l'autre question, elle est très intéressante, est-ce que le bien qu'ils ont fait, ces très rares hommes-là, est-ce qu'il est banal? Parce que, vous voyez bien que banalité veut pas dire... cette banalité veut plus dire commun. Quand Arendt parle d'Eichmann et dit « tout le monde n'est pas Eichmann », et pourtant, ce qu'il a fait relève de la banalité du mal, donc la banalité peut être rare. Bizarre. On est encore dans l'oxymore. La banalité peut vouloir dire la rareté. Alors, le bien qui a été fait par les justes, est-ce qu'il est banal? Est-ce qu'il y a là une symétrie entre les deux? Parce qu'eux-mêmes disent finalement, si on les écoute, ces hommes normaux, et Arendt y insiste, c'est pas des philosophes, c'est pas des sophoïs, c'est pas des sages, c'est des hommes normaux aussi, comme vous et moi, c'est des gens de basse extraction sociale la plupart du temps, qui sont pas mus par des convictions idéologiques fortes, c'est pas ceux qui ont fait un attentat contre Hitler, c'est pas les nationalistes qui sont se retournés contre lui, ceux qui ont hébergé des juifs, là sont des gens ordinaires, normaux, etc. Et qui ont... Ordinaire, pas banal, ça oui, c'est une différence. Oui, voilà. Et effectivement, c'est ce qu'elle dira, mais qui vont dire, voilà, j'ai fait ce que le sens commun m'indique de faire. Une forme d'évidence, le sens commun. Et Arendt est une philosophe du sens commun. C'est-à-dire, j'ai fait appel à cette faculté que nous avons tous en nous, qui n'est pas tant la faculté de penser que la faculté de juger, d'évaluer une situation, même
dans l'urgence la plus radicale, elle, même dans des conditions tout à fait exceptionnelles où l'on est menacé, ou peut être menacé à tout moment et très concrètement de mort. Donc j'ai fait juste usage de mon jugement. Même Anton Schmidt, dont elle parle dans Eichmann à Jérusalem, ça mériterait un film aussi. Anton Schmidt, il n'y a pas eu de film sur lui, ce soldat allemand qui a pris un jour la décision, en voyant ce qui se passait à l'Est, d'aider des Juifs, de leur donner des faux papiers. Il était dans l'armée allemande, de les sauver, et il a fait ça pendant 6 mois, et il a fini évidemment par être découvert, donc il a été jugé en cour martiale et fusillé. Et je dis ça parce que c'était le seul exemple de résistance allemande de l'intérieur évoqué, quasiment le seul, je crois, pendant le procès. C'est étonnant. Le cas Anton Schmidt, qui est ce cas du bien fait au nom du sens commun. Hein, il écrit à sa femme en disant, moi, c'est pas une question de profondeur, de réflexion. J'ai regardé ça, j'ai dit, je ne peux pas participer à cette action-là, pour autant que je me regarde encore comme homme. Enfin, c'est tout, je suis un être humain qui partage le même monde que les êtres humains qui sont actuellement tués par d'autres êtres humains. Je peux pas, j'ai même pas, et ça, c'est pas de la pensée, pourtant c'est du jugement. C'est cette capacité à regarder le monde à travers le point de vue d'autrui, à sortir un instant de son propre point de vue. C'est ce qui fait, là, peut-être l'asymétrie avec un L apostrophe entre le bien et le mal. Effectivement, le bien n'est pas banal parce qu'il suppose de disposer encore de son jugement. Or, quand on est enfermé dans la banalité du quotidien, et en tout cas de ses tâches administratives, qu'on y adhère complètement et qu'on est porté par une idéologie qui vous interdit très concrètement de penser, eh bien, le jugement est quelque chose d'absolument pas banal et pourtant de très ordinaire pour les êtres humains. Est-ce qu'on peut aussi philosopher là-dessus, sur cette deuxième partie de son rapport sur la banalité du mal, où elle accuse les conseils juifs d'avoir collaboré avec les nazis? Alors, moi, je ne peux pas philosopher là-dessus. C'est vous le philosophe. Moi, je peux seulement dire qu'elle a écrit et que peut-être elle n'a pas tout à fait su tout. Aujourd'hui, on sait beaucoup plus sur les leaders. Mais elle a eu quand même le livre de Raoul Hilberg, du temps, qui a été déjà publié, mais qui n'avait pas cet écho comme après ce qu'elle a écrit elle. Et c'est la destruction des Juifs en Europe. Je crois que c'était le titre. Donc, elle a eu une base, mais peut-être aussi lui n'a pas eu des informations totales. Alors, pour elle, bien sûr, elle pouvait le dire, parce qu'elle était juive. Donc, pour elle, elle dit que c'était le plus sombre chapitre de toute l'histoire, non? De tous ces tons sinistres. Et là, ça c'était, pour elle, bien sûr, c'était peut-être le plus grand crime de l'histoire des Juifs, qui se sont laissés aussi entraîner pour aider comme elle. Mais elle ne dit pas collaboration, elle dit coopération. C'est quand même une autre terme. Et je crois, parce qu'elle avait écrit un livre avant sur Rahel Varnhagen. C'était une juive allemande d'un siècle avant. Et là, elle fait la différence entre le parvenu et le paria. Et le parvenu, c'était celui qui a les Juifs en Europe, enfin surtout en Allemagne aussi, qui se sont assimilés. Ou ceux qui sont dit non, on est Juifs, on reste Juifs et on est peut-être des gens qui sont un peu mis à part, mais on se défend. Enfin, on est fiers d'être Juifs et on ne peut pas le dissimuler. Donc le paria et le parvenu. Et là, je crois que ça vient aussi un peu de ce côté-là de sa pensée, qu'il
il faut être paria, il faut être contre, il faut se défendre, il ne faut pas se obéir. Et puisque, bien sûr, les leaders des Juifs, c'était surtout aussi des Allemands. Et l'éducation allemande et prussienne à cette époque-là. Et il y avait beaucoup de Juifs qui auraient voulu être nazis si on l'aurait laissé, non? C'est pas tous, mais il y avait quand même ceux qui étaient tellement allemands, qui étaient aussi des nationalistes allemands, et qui voulaient être allemandes, tout court. Et donc, surtout prussien, parce que ça... Alors, ça peut-être aussi l'a mené à être d'une manière obéissante qu'aujourd'hui, on ne peut plus comprendre. Hein, c'est un mélange de ça. Enfin, vous avez sûrement une meilleure explication, mais... Oh, c'est trop enfin, c'est trop complexe historiquement. Ce qui est sûr, c'est que Arendt est très imprudente avec cette histoire. Oui, parce qu'elle est elle est très touchée. Ça vient aussi parce que enfin tout ce que j'ai appris d'elle, qu'elle a quand même quand elle a compris de l'Holocauste dans les premières années 40 et plus 42, 43, ils étaient détruits. Lui, elle et son mari étaient vraiment, pendant des semaines et des semaines, ils ne pouvaient rien faire. C'était tellement, c'était une souffrance pour eux, une terreur, mais une souffrance profonde. Donc oui, avec cette violence de la question qu'elle pose en introduction à Eichmann à Jérusalem, ce qui est quand même, moi que j'arrive même pas à lire, pourquoi les Juifs se sont-ils laissés exterminer comme des moutons qu'on amène à l'abattoir? Pour pouvoir poser cette question, alors elle la met entre guillemets parce qu'elle dit que ça fait partie des questions que le procès a dû laisser en suspens. Elle a la prudence évidemment d'y mettre des guillemets, mais ne serait-ce que de l'écrire, c'est s'imposer. Elle s'imposait elle-même cette absence de complaisance en permanence, comme philosophe. Elle dit, je vais me poser les questions. Mais c'est quand même la question est d'une violence inouïe et elle présuppose dans sa formulation même une passivité presque désirée. C'est ça qui est problématique. Et qui a choqué beaucoup, qui a choqué moralement beaucoup de gens autour d'elle, et la relative imprudence de ce qu'elle affirme quand elle parle des conseils juifs. C'est vrai que ça prend peu de place, mais ça aurait mérité de prendre la place de tout un ouvrage historique. Cette participation des conseils juifs, participation sous quelle forme à l'extermination. Bon, quand elle dit, page 205 d'Eichmann à Jérusalem, édition Folio, Gallimard, voilà, toute la vérité, c'est que si le peuple juif avait vraiment été désorganisé et sans chef, le chaos aurait régné, et beaucoup de misère aussi, mais le nombre des victimes n'aurait pas atteint 4,5 à 6 millions. On ne peut pas lancer une hypothèse, là il y a une imprudence énorme, c'est-à-dire faire, comme disait Kundera, l'histoire n'a pas d'hypothèse. L'histoire on l'analyse telle qu'elle s'est passée, mais il n'y a pas plusieurs hypothèses qu'on peut confronter entre elles, et là, la lancer comme ça, ensuite en se lançant dans une grande parenthèse où elle évoque celui qui a posé problème, et on le voit je crois aussi dans le film, Freudiger, qui est celui qui a suscité la désapprobation du public, là, quand il dit c'est un scandale ce que vous avez fait. Ah oui. Je crois que c'est Freudiger qui était membre éminent, parvenu d'un Judenrat à Budapest, et lui on ne pouvait rien faire. Et Freudiger aurait dit, moi je disais pas aux Juifs de fuir, effectivement, je disais ne fuyez pas, ça sert à rien de toute façon. Et la preuve, 50% de ceux qui ont fui ont été rattrapés et exterminés. Oui, mais seulement 50%. Et Hannah Arendt dit, il dit ça. Est-ce que c'est un argument? Parce que sinon c'était 99%. Alors 50%, c'est quand même, il valait peut-être mieux fuir dans ce cas-là. Donc elle s'appuie sur cet argument qui a choqué tout le monde, de toute façon, qui a suscité la désapprobation du public du procès de Freudiger. Mais est-ce que ça suffit pour déduire tout... Alors ensuite elle rentre dans le détail des négociations avec Eichmann, en particulier de cette personnalité étrange qui est Kastner,
le président du comité d'assistance aux Juifs je crois que c'est de Budapest ou toute la Hongrie d'ailleurs, et qui a été un ministre israélien après la guerre, vous savez, Kastner, il y a un ouvrage, alors je ne sais plus de qui est l'ouvrage, si quelqu'un se rappelle du nom de celui qui l'a, de l'auteur de cet ouvrage, qui a dit voilà, Kastner a... mais il y a même un documentaire, je ne sais pas si vous l'avez... Est un collaborateur, voilà, et a collaboré à l'extermination des Juifs. Il utilise, lui, le terme de collaborateur. Et Kastner a fait un procès en diffamation, et il a plutôt échoué, puisque le juif... le mot juif commence à être trop dit, donc il va me venir en permanence à l'esprit. Le tribunal a dit Kastner, vous avez vendu votre âme au diable. Oui, mais maintenant, dans le film documentaire, c'était quand même le Mossad qui l'a envoyé. Ensuite, il a été réhabilité. Il y a eu évidemment un procès en réhabilitation. Et si vous voulez, il y avait toute cette question autour de Kastner a été la question, est-ce que les conseils juifs et ceux qui représentaient les conseils juifs, est-ce que ça a été des sauveteurs ou des collaborateurs? Ça a permis, l'histoire de Kastner a permis au moins de poser cette question, dire de quel côté on se situe. Et au-delà de l'héroïsation, de dire c'est un héros, mais au moins de dire est-ce qu'il sauve des vies ou est-ce qu'il favorise le travail des nazis? Ça, c'est assez abyssal comme question. Et il est probable que la manière qu'Arendt a eue de traiter cette question, c'est vrai, en revenant à la catégorie du parvenu, en critiquant ces juifs parvenus qui étaient présidents des conseils juifs et qui mettaient dans les listes, évidemment, leurs proches, les membres de leur famille, leurs connaissances, elle y insiste beaucoup là-dessus. Et avec un ton qui était perçu comme ironique, mais effectivement est choquant, étant donné le contexte. Et donc on lui en a voulu énormément, plus qu'énormément, pour cette évocation du rôle des conseils juifs. Moi j'avoue que là-dessus j'ai vraiment pas d'idée toute faite et je souhaite ne jamais en avoir, tellement ça me paraît complexe. L'historiographie a évolué depuis Eichmann à Jérusalem là-dessus. Il est évident qu'on ne parlera plus aujourd'hui de collaboration des conseils juifs et qu'on n'ira pas dans ce sens-là, c'est une évidence, et qu'on est suffisamment conscient de ce que les intermédiaires que constituaient les responsables des conseils juifs n'étaient aucunement des intermédiaires comparables à Eichmann, c'est-à-dire ce que Hennegren appelle les intérimaires du néant. Voilà, c'était tout autre chose, et il vaudrait mieux parler aussi de celui qu'on connaît, qui est Adam Tcherniakov au ghetto de Varsovie, qui, dans son geste même de se suicider, représente la difficulté qu'il y avait à assumer cette place et la quasi-impossibilité de le faire. C'était pas simple, il ne s'agit pas de faire des listes, on dit je vais sauver mes amis, quoi. Enfin, chouette, je suis bien placé, enfin, c'est irréductible à ça, évidemment. Et donc il s'est suicidé en disant je ne peux pas continuer à faire ce travail, c'est pas possible. Enfin, c'est l'histoire du choix de Sophie, comment je choisis des gens, comment je mets des gens dans cette liste. Alors je sais que je peux en sauver, mais que d'autres le fassent, ça moi je peux pas, parce qu'en sauver veut dire en conduire forcément à la mort, donc ce travail-là est juste infaisable. Et ça n'a rien à voir avec les crimes que commettaient ceux qui pouvaient vraiment faire quelque chose, à savoir les nazis. La première remarque, Himmler n'était pas un clown, le clown à distance. Plus fort. Himmler n'était pas un clown, le clown à distance par rapport à son rôle, ce que Himmler n'avait pas. Deuxième remarque, les juifs n'étaient pas des parvenus de la société allemande. On peut difficilement penser que la communauté juive qui a fait des prouesses dans la culture allemande, par exemple les trois grandes idées du XXe siècle, le communisme, la théorie de la relativité et la psychanalyse, sont quand même issus tous les trois du même fond culturel. Ensuite, je voulais vous faire un grand compliment pour votre film, que j'ai beaucoup aimé. Il a plusieurs qualités, deux m'ont beaucoup plu. Hannah Arendt est un être en chair et en os. Elle vit, elle
se bat avec son mari, elle discute, elle aime, elle a des relations avec d'autres personnes. C'est pas le cinéma allemand a parfois tendance à être trop didactique. Non, votre film ne l'est pas. Par contre, il donne envie de lire Hannah Arendt, ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent. Et peut-être je vais me mettre. Il donne cette envie-là. Vraiment, c'est une très grande qualité de votre film. Je crois que vous voyez, on m'a dit que jamais il y avait autant de personnes dans ces deux salles. Merci grâce à vous, à votre film. J'arrive à... Non, une troisième remarque. Je trouve très bien d'avoir mis Himmler tel quel, dans son propre jus. Eichmann, excusez-moi. Eichmann dans son propre jus, dans la partie documentaire du film. La voilà, c'est tel quel. Je trouve ça très, très bien. Très éclairant aussi sur le personnage. Si ça avait été bien joué, on aurait dit « Ah, c'est bien joué », mais non, il faut le montrer tel quel. Ma question est, quel a été le débat dont vous revenez à New York? Est-ce que les plaies sont toujours ouvertes? Est-ce que c'était discuté tel qu'on le voit dans le film? Alors d'abord, merci pour le compliment. Et Himmler, bien sûr, ça c'est une autre espèce. Elle n'aurait jamais dit la même chose sur Himmler, je crois. La réaction à New York était d'un côté très, très, très favorable. On a eu une critique très, très positive dans le New York Times, une très longue critique. Et j'ai fait beaucoup de débats après le film avec le public. Et bien sûr, il y avait aussi des gens qui sont encore contre Hannah Arendt. Quelquefois, ils m'ont pris comme si moi j'étais Hannah Arendt. C'est normal. Surtout, il y a un qui m'a presque tué, enfin, qui m'a dit mais Heidegger, elle a aidé la carrière de Heidegger en Amérique après la guerre. Et, enfin, des choses comme ça, mais aussi, bien sûr, qu'elle n'avait pas connu les papiers Sassen, qui n'est pas vrai. Elle a connu les papiers Sassen qui sont... Eichmann avait fait un long interview avec un Hollandais, un journaliste hollandais nazi, enfin, qui a prétendu, mais qu'il était aussi, et il a cherché pendant qu'il était encore caché en Argentine, et ils ont fait un grand interview dans lequel Eichmann se présente comme un vraiment fanatique, haïsseur des Juifs, etc. Alors là, il est vraiment tout à fait le contraire de comment il s'est présenté au tribunal à Jérusalem après. Moi, enfin, elle connaissait ses papiers, peut-être pas en entier, mais enfin, moi, je me suis donné moi-même l'explication qu'il était quand même caché déjà depuis 10 ans, et personne ne savait qu'il était quand même quelqu'un qui avait une position. Il était vraiment un carriériste, on le sait. Il a beaucoup souffert qu'il n'ait pas grimpé dans la hiérarchie. C'est pour ça quand il parle de la hiérarchie, pour lui la hiérarchie était fondamentale. Donc il est resté tel quel, il n'a pas fait vraiment une carrière. Alors quand ce type-là d'Hollande vient, ce fanatique, alors il a agrandi son rôle, je pense, pour finalement quelqu'un savait qui il est, etc. Et puis au tribunal, il s'est un peu aplati, enfin, il s'est fait plus petit qu'il est, et moins important qu'il était peut-être. Moi je pense que c'est un peu au milieu. Oh. Mais ça n'exclut pas qu'il ne savait pas penser. Donc il était sortless, gedankenlos. Non, c'est autre chose. Juste, ça a été repris aussi par ceux qui ont attaqué Arendt. La vantardise d'Eichmann, elle disait quand il dit qu'il n'aime pas les juifs et qu'il est content d'en avoir tué beaucoup, qu'il ira et il danserait devant sa tombe, en sachant qu'il a réussi sa mission. Ouais, c'est ce qu'il dit à sa sœur, quoi. Je danserais sur ma tombe si je savais que j'ai réussi ma mission. Ce genre de choses. Et il dit c'est de la vantardise, mais ça, le problème c'est que c'est vrai que ça a été littéralement repris par
par Servatius, l'avocat. Il se vante, c'est un pauvre type qui se vante. Voilà. Donc c'est ambigu, quoi. Je l'ai mis dans la salle de presse parce que je voulais justement avoir la possibilité de mettre le matériel en noir et blanc. Si je l'avais laissé dans le tribunal et être assise dans le tribunal même, j'aurais pas, ça aurait été vraiment une cassure de style si je l'avais mis lui en noir et blanc et elle est en couleur dans la salle. Puis je me suis dit, elle a tellement fumé. Et ça on le sait, c'est vrai, hein, c'est même plus. Quand j'ai montré le film en Israël, il y avait un neveu qui est venu vers moi, enfin je ne savais même pas qu'elle a un neveu, encore qu'elle a 2 nièces, et il y avait un monsieur qui s'est présenté comme neveu, et j'avais très peur parce que il a connu Hannah Arendt, moi non. Alors j'ai pensé, il va me dire, oh, tout est faux, etc. Vous vous êtes trompé. La première chose qu'il a dit après avoir vu le film, il a dit, elle a encore beaucoup plus fumé que dans votre film. Donc, non, mais pour juste expliquer un peu encore. Et alors, je me suis dit, elle a tellement fumé, je vais la mettre dans la salle de presse pour qu'elle puisse fumer. Bon, dans le tribunal, elle n'avait pas, elle n'avait pas le droit. Alors, et là, j'avais la possibilité, puisque c'était vraiment comme ça, la salle de presse, il y avait les 4 moniteurs, les 4 téléviseurs à tous les murs, alors on pouvait suivre, et même mieux, parce que, bien sûr, la télévision américaine a fait des gros plans qu'on ne peut pas faire comme ça si on n'a pas un truc pour le théâtre. On m'a donné du matériel et j'ai choisi à travers ce matériel. Et donc, que je n'ai pas montré plus d'intellectuels ou d'autres personnes qui étaient là en ce moment, alors là, j'aurais eu beaucoup plus de temps pour les introduire, pour pas dire qui sont ces gens-là, avec qui ils parlent. Ça m'aurait sûrement coûté une demi-heure, et je voulais quand même... J'avais 2 heures à ma disposition. Alors c'est quand même, c'est elle qui écrit après, c'est elle qu'on suit, c'est un film sur elle. Alors on va avec elle et on suit son regard à elle, et même le seul avec qui elle dispute, c'est son ami, qui est tout à fait de notre opinion, et à la fin même il ne peut plus la voir. Bon, tout d'abord, vous savez ce que disait Heinrich Himmler à ses troupes qui dirigeaient les camps de concentration? Il leur disait, écoutez, il y a eu un génocide des Arméniens, est-ce qu'on les a jugés? Non. Non, c'est Hitler qui l'a dit. Ça, cette phrase vient d'Hitler. Cette phrase vient d'Hitler. Il a dit quand... Oui. Deuxièmement, Adolf Hitler n'a jamais donné d'ordre écrit pour faire la solution finale, tout s'est fait oralement. Ça a été la conférence de Wannsee où tous les grands chefs nazis ont mis en place ce qu'allait être la solution finale. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver, de savoir qui a fait quoi, mais comment, le pourquoi. Troisièmement, Heydrich, qui était un des plus hauts placés, vous parliez du juif, il était d'origine juive. Et c'est lui qui a envoyé, qui a exterminé la plupart des affaires, qui a fait le truc pour exterminer la plupart des affaires. Quatrièmement, je voulais vous remercier pour ce film, parce que cette madame, cette Hannah Arendt, a fait une découverte scientifique que tout le monde cherchait, qui est la banalité du mal. Et votre film, parce qu'on aurait pu écrire des tas de bouquins, des tas de trucs, des tas de choses et tout, mais la force de l'image a fait que maintenant, au niveau du public en général, eh bien on sait ce que c'est la banalité du mal. Merci madame. Merci à vous. Je voulais juste ajouter encore, parce que le monsieur qui a parlé avant du livre, maintenant en Allemagne, le livre sur Eichmann, d'Hannah Arendt, est vendu beaucoup plus qu'au moment qu'il est paru. Donc ça, pour moi, c'est ma satisfaction, c'est ça. Que vraiment, avec le film, maintenant, les gens veulent savoir plus. Ils achètent ce livre, ils ont la possibilité d'acheter autres livres, de vraiment s'occuper d'elle. Parce qu'un film peut seulement être une petite étincelle, pas plus.
Et je crois qu'elle a quand même, elle mérite d'être relue et qu'on s'occupe plus d'elle. Hein? Moi, je suis une serviteur. Ça vous voit ou pas, monsieur? Quand je suis sortie de ce film, le mot qui m'est arrivé dans l'esprit, c'est vraiment quel courage. Vraiment le courage. Et également pour vous aussi, le courage, finalement, de montrer cette femme qui a osé, en fait, voir un homme, non pas sous un angle, genre il y a des raccourcis, genre, voilà, il y a une monstruosité qui a été faite et on va lui coller tout ça sur lui tout seul, en essayant de comprendre les raisons pour lesquelles un homme est capable d'en arriver là. Et je me dis aujourd'hui, moi j'ai trouvé ce film extrêmement actuel, la réflexion de cette femme extrêmement actuelle, parce que partout il y a encore des monstruosités, des crimes, et tant qu'on n'aura pas des gens et des femmes de courage qui puissent se poser les bonnes questions, mais pourquoi on en arrive, pourquoi le mal, pourquoi des gens en arrivent à ça, on n'arrivera pas à résoudre les vrais problèmes que la société, auxquels la société est confrontée. Enfin moi vraiment, voilà, j'ai trouvé bravo. C'est vrai que Hannah Arendt, je ne la connaissais pas, je ne l'avais pas lue. Bon, ma fille en terminale étudie son livre, justement, le procès d'Eichmann, donc on a pu en parler un peu. Mais voilà, j'ai trouvé ça plein de courage et je pense que ça nous renvoie à nous-mêmes, en fait. Parce que, oui, on est tous des gens médiocres, mais on peut être aussi des gens géniaux. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, de nous-mêmes, de notre pensée, de notre réflexion. Voilà, en tout cas, merci. Merci à vous. Merci. Non, mais le courage m'a quand même coûté 8 ans de ma vie parce que c'était pas si facile que ça de faire le film. Pour trouver le financement, ça ouais, 8 ans. 8 ans. Oui, bonsoir. Donc moi j'ai deux questions. Et donc la seconde est conditionnée par la première. Est-ce que en 61, donc 15 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on avait accès au contenu des différents procès, que ce soit à Nuremberg, mais aussi en Pologne? Et si oui, est-ce qu'on peut vraiment être convaincu on va dire, de l'attitude clownesque de Eichmann et aussi de toutes les phrases qu'il a pu dire au regard des exemples tels que celui d'Albert Speer ou de Rudolf Höss, où justement, à travers lesquels on a soustrait la responsabilité de l'individu face à on va dire, à l'appareil nazi qui a su créer une certaine forme de fanatisme administratif ou d'un moralisme technocratique. Vous voulez dire que vous vous interrogez encore la validité de la thèse d'Hannah Arendt, disant que dès lors qu'on avait accès aux archives des autres procès, on ne pouvait pas sérieusement dédouaner, j'utilise le mot entre guillemets, dédouaner Eichmann de sa responsabilité individuelle dans la participation concrète aux déportations. C'est une question qui reste ouverte. Il y a une biographie d'Eichmann il n'y a pas longtemps qui est parue en tout cas en France, je crois en 2006, David Cesarani, et il remplace la question de la banalité du mal, parce qu'il dit on ne peut pas questionner le mal en tant que tel. Il la remplace par une question autre, et c'est pour ça qu'il écrit une biographie. Donc c'est pas les mêmes intérêts qu'Arendt. Il fait autre chose, mais il dit que comment devient-on génocidaire? Donc il s'intéresse au devenir génocidaire, et qui n'est pas forcément lié à la structure de la personnalité d'Eichmann, mais à un trajet concret. Et il est conduit à remettre en cause un certain nombre de présuppositions liées à l'intuition arendtienne. Voilà, liées à la saisie des choses, mais si on rentre dans le détail de sa biographie, voilà, Eichmann n'était pas un bureaucrate installé dans son bureau, un simple organisateur de train, un fonctionnaire falot, c'était un négociateur particulièrement efficace, qui se déplaçait partout, et ça elle le montre Arendt, elle rappelle tous ces trajets, il sillonnait inlassablement l'Europe, c'était aussi, et ça Cesarani le dit, un véritable meneur d'hommes, ça apparaît beaucoup moins
dans le récit d'Arendt. Et il dit surtout, voilà, bien sûr, il n'était pas destiné à être un génocidaire, comme d'autres, parce qu'il y en a d'autres dans le régime nazi qui étaient vraiment disposés à ça par la férocité de leur antisémitisme. Hein, voilà. Comme Streicher, comme Heydrich, même si Heydrich dit qu'il avait des origines juives, hein, ça c'était encore selon la légalité nazie, quoi, hein, bon, ça ne veut pas dire grand chose. Donc il n'était pas animé par un antisémitisme féroce, c'est un antisémitisme que Césarani désigne comme l'antisémitisme assez répandu en Allemagne. Les juifs, c'est un problème, quoi. C'est un problème d'ordre médical, quoi. Après, le terme a été utilisé pendant l'extermination pour d'autres raisons, mais voilà, c'est pas compatible avec l'unité du peuple allemand. Il faut trouver une solution, et c'est pour ça qu'Eichmann, d'ailleurs, s'est chargé avant la solution finale. Il était chargé de ce qu'on appelait le bureau de l'émigration. Hein, donc, avant d'être chargé de l'évacuation, comme on appelait ça, hein, il n'y avait que, évidemment, des euphémismes pour désigner, ou des éléments de langage pour désigner la déportation et l'extermination. Il était chargé de l'émigration. Et il dit cette chose étrange qui en fait aussi un clown dans ce sens-là. Il dit, moi, mon livre de chevet, c'est pas Mein Kampf, c'est Theodor Herzl, l'État juif. Hein? Alors, bon, voilà, c'est un clown dans ce sens-là. Évidemment, un clown qui n'est pas conscient de son rôle. Mais c'est ça, le clown. Hein. Le clown, c'est quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il fait, ce qu'il dit. Donc, il a dit ça. Il dit, moi, mon but, c'était de résoudre le problème juif en tant qu'antisémite, on va dire classique, normal, comme tout le monde, comme vous et moi. Hein. Comme disaient des proches, on est soit juif, soit antisémite. Et donc, il était du côté de ceux qui n'étaient pas juifs. Et donc il organisait, voilà, en bon bureaucrate, mais aussi en meneur d'hommes, l'émigration. Après, l'ordre a changé. Lui, il obéit aux ordres. Hein. L'ordre a changé d'un coup, conférence de Wannsee, etc. Ça, il n'a pas fait un pli, hein, comme le montre aussi bien Arendt. Il a aussi, est-ce que c'est parce qu'il est fonctionnaire phallo ? C'est difficile à dire, on peut encore difficilement rentrer dans l'intériorité de cet homme, mais Césarani propose un autre trajet, en tout cas, qui met sérieusement en doute l'idée qu'Eichmann suivait aveuglément les ordres, et il dit en revanche clairement qu'il avait la possibilité de faire autrement. Ça laisse réfléchir. Il n'était pas soumis autant qu'Arendt le prétend à la hiérarchie et à sa rigidité. Bon voilà, l'heure est atteinte, 10h05, c'est la fin du débat. Nous remercions le public ainsi que les deux intervenants.